Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Bienvenue tout le monde au podcast Jason Ergo. Aujourd'hui, pour un épisode sur la douleur chronique, nous accueillons aujourd'hui Julie Masse et Isabelle Quintal. Julie Masse est ergothérapeute et professeure agrégée de clinique à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle a intervenu en clinique privée, en centre de réadaptation ainsi qu'en clinique de la douleur. Elle a été également administratrice à la Société québécoise de la douleur, a participé au groupe de travail canadien sur la douleur, ainsi qu'à des collaborations en recherche et en enseignement au plan national, donc Université de Sherbrooke, IRSST, et à l'international en Tunisie, la Suisse, au Liban, aux États-Unis et au Danemark. Et maintenant, elle est engagée dans des études doctorales afin d'adapter et d'implanter une intervention qui cible directement l'amélioration du fonctionnement au quotidien des personnes affectées par des douleurs chroniques au sein de 2 cliniques de douleurs montréalaises. Et pour Isabelle Quintal, elle est également ergothérapeute depuis 2005 à l'Université de Montréal. Elle a également travaillé 1 an au Centre de rééducation sensitive à Fribourg en Suisse. Et elle complète dorénavant ses études au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, où ses travaux portent sur l'effet de la rééducation sensitive sur diverses conditions douloureuses. Donc là, on a fait une petite introduction assez rapide de vos parcours. Est-ce que vous pourriez peut-être plus vous présenter plus en détail et c'est comment vous êtes parvenu à travailler avec les gens en douleur chronique? Je peux commencer, oui. Bien, c'est ça. Dans le fond, là, moi, mon intérêt venait vraiment là, de la clinique, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler en clinique en ergothérapie, en privé, et j'avais plusieurs patients avec des conditions douloureuses qui étaient chroniques. Et de un, je voyais l'impact que ça avait sur leur fonction, leur qualité de vie, sur leur humeur, sur leurs activités sociales, sur toutes sortes de sphères de leur vie. Et je voyais aussi qu'on était limité des fois dans nos interventions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec eux. Donc, c'est ça qui m'a poussée dans les dernières années, justement, à aller chercher davantage de moyens, dont aller, entre autres, en Suisse, me former pendant 1 an, ramener certaines techniques là, au Québec, enseigner ces techniques-là. Et puis, je me suis dit que tant qu'à y être, pourquoi pas pousser davantage et aller en recherche. Donc, c'est ça. J'ai fait un retour aux études là, après plusieurs années en clinique, à la maîtrise d'abord à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé justement sur les protocoles de rééducation là, de la sensibilité pour les gens qui ont de l'hypersensibilité aux mains. Et finalement, au doctorat, j'ai décidé d'aller totalement dans une autre branche, donc au niveau de la sexualité chez les femmes, donc les femmes qu'on appelle la vestibulodynie provoquée, qui est une douleur là, à l'entrée du vagin quand il y a de pression, pénétration. Donc nécessairement avec un grand impact au niveau de la fonction sexuelle, la qualité de vie aussi. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des techniques qu'on utilisait déjà en ergothérapie, comme par exemple à la main, et qu'on a appliqué au niveau là, de la région vulvaire. Donc, actuellement, en train de compléter l'analyse des résultats et la publication de ces résultats-là. Bon, super intéressant. J'ai bien hâte de lire l'article qui va en découler. Mais merci beaucoup pour votre partage. Et Julie? Ça me fait plaisir d'être avec vous autres, puis ça me fait vraiment plaisir de discuter aussi avec Isabelle. On a un peu le même point de départ. Hein. Moi, mon point de départ comme clinicienne, c'est au Centre professionnel d'ergothérapie auprès de travailleurs blessés. Puis je m'intéressais à ceux qui ne guérissaient pas normalement. Mais à l'époque, début des années 2000, on ne parlait même pas de la notion de douleur chronique. C'était pas reconnu comme une maladie en soi. Mais il y a quelque chose qui me fascinait parce que je les croyais. Il y avait une problématique invisible, d'apparence un peu anormale ou atypique, mais qui avait énormément de conséquences sur le fonctionnement. J'ai eu le même réflexe qu'Isabelle. Dans ces années-là, on n'était pas obligé d'avoir une maîtrise pour travailler comme ergothérapeute, mais j'ai voulu la faire pour améliorer mes connaissances, puis être capable de plus situer mon rôle comme ergothérapeute. Donc, c'est pas d'hier que je suis préoccupée pour mieux comprendre c'est quoi la place de l'ergo auprès des gens qui ont de la douleur chronique. Donc, je suis allée faire ma maîtrise de recherche à l'Université McGill. Puis, après avoir fait ce bout de chemin-là, en parallèle avec d'autres expériences en clinique, j'ai eu l'occasion de commencer à enseigner comme prof de clinique à l'Université de Montréal. Puis, ça fait maintenant 15 ans que j'ai ce rôle-là
Quand on est prof, on a le temps de réfléchir à notre affaire, on est exposé à des données de recherche, on discute avec des collègues, fait que j'ai eu le temps de réfléchir, d'approfondir un peu ma compréhension du rôle de l'ergo dans ce domaine-là. Puis comme si c'était pas assez, ben là, je commençais à avoir des réponses, puis tout ça, puis je me suis dit, mais il me semble qu'avec ce bagage-là, je peux faire quelque chose. Puis là, j'ai décidé d'entreprendre mes études doctorales pour essayer d'améliorer la pratique dans des cliniques de douleur. Donc, mon projet de recherche est vraiment dans les endroits où on offre des soins tertiaires en équipe interdisciplinaire pour développer une offre de service en ergo. Super. C'est vraiment deux bagages qui ressemblent, mais complètement différents en même temps aussi. Donc, c'est vraiment beau d'avoir vos deux points de vue ici pour le podcast. Merci beaucoup. Pour continuer un peu, là, on parlait de douleur chronique. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait peut-être définir pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi, qu'est-ce que c'est de la douleur chronique, de quoi on parle exactement? Bien, la définition officielle de la douleur chronique, là, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est liée à une pathologie qui peut être comme identifiée ou pas, mais on sait qu'on est en présence de douleur chronique. Donc, on est en train de la comprendre, cette définition-là de la douleur chronique comme étant non seulement des symptômes, mais aussi une expérience de vie. Parce que vivre avec la douleur chronique, ça veut dire d'avoir plusieurs deuils occupationnels. C'est de faire face à des défis au quotidien. C'est d'avoir des fois des difficultés à se concentrer. C'est d'avoir une condition physique globale qui est souvent amoindrie. C'est de vivre du stigma aussi parce qu'on n'est pas toujours compris. C'est de faire face à des expériences de soins qui ne sont pas toujours concluantes. Donc, l'expérience de la douleur chronique, c'est un vécu quotidien très propre à chacun. Fait qu'il y a de la notion de symptômes, mais il y a la notion d'expérience de vie aussi, qui inclut finalement la douleur chronique, elle inclut tout ça. Si on veut préciser, des fois, quand on parle de douleur chronique au niveau vraiment médical, on va parler d'une douleur qui dure depuis plus de 3 mois. Donc, ça va quand même assez vite quand on pense à plusieurs pathologies là, dans lesquelles les douleurs peuvent s'installer plus que 3 mois. Et parfois même, on parlait qu'en présence d'une pathologie ou pas, c'est-à-dire que des fois, passé 3 mois, la pathologie sous-jacente, des fois, elle n'est même plus là. Donc, en fait, la douleur devient la pathologie en soi. Donc, ça fait partie aussi là, des principes en douleur chronique. Je pense que ce que Julie amenait aussi, justement, de sensoriel, émotionnel, c'est quelque chose qui est très, très individuel, personnel à chaque patient. Je pense que ça prend une approche qui est globale pour ça, qui est personnalisée. Je pense que l'ergothérapeute, on a un rôle qui se situe très, très bien là-dedans. On a une approche biopsychosociale très centrée sur le patient. Parce qu'on sait que 2 personnes qui vivraient à peu près la même situation identique, douloureuse, n'auraient peut-être pas justement le même chiffre sur 10, par exemple, ou peut-être pas les mêmes impacts dans leur vie, dans leur fonction. Donc, je pense qu'on est bien placé pour ça. D'ailleurs, la vision biopsychosociale de la santé, si on remonte dans les écrits scientifiques, là, c'est une ergothérapeute qui l'avait amené la première fois. Donc, avec Anne Mosé, il y avait cette vision-là de la santé et de la maladie dans un paradigme qui fait maintenant consensus pour comprendre la douleur chronique. Puis, moi, qu'est-ce que je ressens, c'est que, comme vous avez dit, c'est que l'ergothérapie, on voit vraiment sa pertinence, mais je pense qu'il y a encore un peu de méconnaissance du rôle de l'ergothérapie en douleur chronique. Donc, comment que vous voyez ça? Comment qu'on pourrait se développer encore plus dans ce domaine-là? Bien, en fait, l'ergothérapie en douleur chronique a fait énormément de chemin quand même dans la dernière décennie. Les écrits scientifiques sont beaucoup plus abondants et convaincants sur le rôle, puis la pertinence, puis l'efficacité de l'ergothérapie en douleur chronique. On s'est beaucoup mieux situé parce que notre vision, justement, biopsychosociale, centrée sur l'expérience de l'individu dans sa vie de tous les jours, elle colle vraiment avec la compréhension actuelle de la douleur chronique dans toute sa complexité. Donc, je pense qu'il y a un momentum comme jamais pour mettre en valeur notre vision parce que la douleur chronique est maintenant comprise d'une façon beaucoup plus globale. Donc, la méconnaissance est peut-être plus dans les milieux cliniques, dans certains contextes cliniques où on ne sait pas toujours pourquoi et à quel moment on devrait mandater l'ergothérapeute. Mais en fait, c'est à nous de le dire parce qu'on a tout ce qu'il faut pour l'argumenter maintenant. Puis je pense que l'ergothérapie, on a vraiment notre place en douleur chronique. Entre autres, on sait justement que les activités vont avoir justement un effet sur la douleur. Donc, si on pense à simplement, je sais pas, un mal de tête, par exemple, si j'ai un mal de tête, mais que je suis en train de faire une activité vraiment le fun avec mes amis, je fais du sport, je joue au badminton, c'est une activité qui m'intéresse, dans laquelle je suis investie, ça se peut que j'y pense un peu moins à mon mal de tête. Ça se peut que j'arrive à passer par-dessus et être quand même fonctionnelle.
Versus pour ce même mal de tête, si ma tâche c'est de passer l'aspirateur, puis j'aime vraiment pas ça, passer l'aspirateur, mais ça se peut que je me dise « Ouf, j'ai trop mal à la tête, je pense que je ne ferai pas l'aspirateur aujourd'hui. » Fait qu'en quelque sorte, c'est comme si j'étais moins autonome aujourd'hui. Mais en fait, c'est la même douleur. Hein. C'est juste qu'en fonction de l'activité qu'on fait, bien, ça va moduler aussi notre perception de douleur. Donc, il y a tout un lien aussi avec l'activité. Et je pense que notre rôle là, peut se retrouver là aussi. Là. Mais c'est tellement intéressant ce que tu amènes, Isabelle, parce qu'on a tendance à voir la douleur comme ayant un impact sur la qualité de vie, sur la capacité à fonctionner. Mais rarement, puis trop rarement, on pense à, oui, mais la façon que j'occupe mes journées, est-ce que ça peut pas aussi influencer la modulation endogène de ma douleur? Puis je pense qu'en ergothérapie, on la voit, cette interaction-là, qui va dans les deux sens. Puis on est capable de voir dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Comment est-ce qu'on explique la variabilité de sa douleur? C'est quoi les facteurs sur lesquels on peut agir maintenant pour que, justement, la modulation de la douleur soit plus... fasse en sorte que la personne puisse mieux fonctionner puis que ça soit dans une zone plus tolérable de douleur. Il y a plusieurs façons pour le faire, puis Isabelle et moi, on ne prend pas l'histoire par le même bout, comme on dit. Hein? On ne commence pas notre prise en charge, on ne met pas le focus à la même place, mais on est toujours dans une perspective de « OK, il y a quelque chose qui fait que le fonctionnement n'est pas optimal, puis la gestion des symptômes n'est pas optimale, puis quand on regarde ça dans sa globalité, bien, on a des pistes d'intervention pour agir. » Exactement, c'est ça. Moi, je suis plutôt formée dans les interventions, parce qu'on va essayer justement d'offrir aux gens du contrôle sur leur douleur, des moyens de gestion de la douleur. Ça peut être en rééducation sensitive, ça peut être avec des exercices de relaxation, avec l'imagerie motrice graduée qu'on va aussi appeler thérapie miroir. Donc, je leur offre des moyens d'essayer de mieux gérer leur douleur, de mieux la contrôler pour leur permettre de faire leurs activités. Donc, moi, je passe beaucoup par ce chemin-là. Ma formation est surtout là. Ça n'empêche pas que parfois, pour certains clients, je trouve qu'une approche comme Julie, qui va passer un peu plus par l'occupation d'abord, par les activités significatives, des fois, va plus correspondre à leurs besoins aussi. Fait que c'est intéressant d'avoir les deux grands chemins possibles. Il y en a plus que ça, mais... Mais d'un point de vue ergo, on est un petit peu à chaque extrême là, de la prise en charge, mais on se rejoint avec une trame de fond qui est un peu la même. En tout cas, on peut développer les idées que vous voulez là-dessus. Mais je pense que ça met bien la table sur un peu la complémentarité qu'on a. Puis on a la même profession, on a la même compréhension de ce qui se passe, mais dans la façon d'évaluer puis d'intervenir, il y a quelque chose peut-être de complémentaire. Puis il faut être capable de voir un peu quel patient pourrait en bénéficier à quel moment. Ça reste que c'est ça, les deux ont le même objectif, c'est que la personne soit plus autonome, être capable justement qu'elle fasse plus d'activités plus longtemps avec une modulation de sa douleur. Donc, c'est juste que ça peut passer par différents chemins. Bien, ce que j'entends beaucoup dans la manière dont vous en parlez, c'est que c'est très individualisé, aussi la manière dont on va aborder la douleur avec le client. Parlant de ça, est-ce que vous pourriez me parler d'un cas marquant que vous avez vu, soit dans le cadre de votre pratique clinique ou par rapport à vos projets de recherche, chacune de votre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose, un cas ou juste un aspect en général marquant qui vous vient en tête? Je peux commencer. Moi, j'ai eu plusieurs cas en clinique qui m'ont marqué, qui a fait justement que je suis retournée en recherche parce que je me disais, il faut vraiment qu'on essaie d'aider ces gens-là davantage. Mais un cas marquant, je me souviens, là, c'était un homme qui était arrivé en clinique et ça faisait 1 an et demi environ là, de sa pathologie. Il avait eu une entorse de poignet qui avait, finalement dévié en syndrome douloureux régional complexe. Donc, avec beaucoup de douleurs, des symptômes trophiques, sudation, perte de mobilité, perte de force. Et justement, il y avait le bras collé sur le corps, impossible de bouger, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis je me disais, je vais prendre ça par quel bout? Parce que là, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire avec, il n'y a rien qui bouge, j'ai mal à 8 sur 10. Là, tu dis, OK, je pars par où? C'est là que je me suis dit, écoute, je vais étaler, je me suis mis une image mentale, je vais étaler tous mes outils que j'ai. Là, j'en ai beaucoup maintenant. Dire lequel que je peux utiliser en premier. Puis, justement, je m'étais dit, je peux pas aller en mobilité active, je peux pas aller en activité, pas en tout cas avec son bras. Je peux y aller avec d'autres activités, faire de la marche, autre chose avec ses jambes, mais par rapport à son bras, j'étais comme bon. Fait qu'on a commencé avec justement, des moyens de gestion de la douleur, de l'enseignement. Déjà, personne ne lui avait dit c'était quoi son diagnostic. Fait que, mon rôle, je pense que c'est avec ce patient-là, là, ça m'a vraiment forcé à avoir un raisonnement clinique qui a passé par tellement d'étapes. De dire, je commence par quoi? Là? J'ai tous ces outils-là, mais là, je les mets dans quel ordre? Puis à quel dosage? Puis à quel moment? C'est comme... Mais
avec lui, on a travaillé beaucoup ensemble. Ça a été un super beau partenariat. Puis lui aussi me disait ses besoins au fur et à mesure. Donc déjà, de savoir que d'un, il ne comprenait pas son diagnostic. Bon, on va commencer par de l'éducation, mais c'est vrai, ça fait partie de notre rôle, expliquer aux gens. Déjà, quand les gens se sentent pris en charge, quand ils sentent qu'on leur explique les choses, déjà, ils se sentent mieux. Fait que je pense que ça, c'est déjà une grosse étape à faire. Ensuite, d'aller vers gestion de la douleur, mais aussi lui redonner des occupations parce qu'il ne faisait plus rien. Donc, disait, tu peux quand même aller marcher, tu peux quand même faire des choses. Puis ensuite, justement, aller vers des modalités de gestion de la douleur. Ensuite, mobilité active, force, réentraînement au travail. Même après, on a fait un changement de travail. Reprise des loisirs, certains loisirs qui ont été modifiés. Donc, lui, on est allé jusqu'à adapter. Donc, être technique aussi à la maison. Fait que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé à peu près tous les stades qu'on peut passer avec un patient, qu'on va soigner en douleur chronique, que je dis, on part quasiment du stade 0, il fait pratiquement rien, il n'est pas autonome, jusqu'à un stade là, qui était autonomie pratiquement complète. Donc, c'est un patient qui m'a marqué pour ça parce que il m'a demandé beaucoup de défis parce qu'il a fallu que je passe à travers tous les stades. Mais ça a été vraiment le fun de travailler avec cette personne-là, de voir comment un travail d'équipe, puis en réfléchissant à chaque étape, en réévaluant, c'est de voir quel morceau mettre dans quel ordre, on peut arriver à des bons résultats. Fait que ça m'avait bien motivée. Bien, moi, je me rappelle d'une dame qui avait une atteinte au membre supérieur, justement, puis qui avait comme un syndrome de non-usage, puis ça m'avait déstabilisé beaucoup. Fait que c'est assez comparable comme histoire, mais je me rappelle aussi d'une dame qui avait de la fibromyalgie depuis quand même plusieurs années, qui avait un travail de bureau sédentaire, pour qui toute sa vie était désorganisée, qui avait perdu ses relations sociales, ses loisirs, qui était dans des cercles vicieux, là, pas mal d'inactivité, puis... elle avait eu beaucoup de tentatives de retour au travail qui avaient échoué. Puis on avait repris les choses autrement en disant, ben OK, oui, notre mandat, il est en lien avec le retour au travail, mais comment ça se passe dans les routines de base? Puis c'est les routines de base qui n'allaient pas. Puis la douleur était variable avec la fibromyalgie. C'est pas toujours proportionnel aux efforts. Le sommeil était vraiment pas satisfaisant. Fait qu'on est revenu aux habitudes de vie prioritaires, de bien dormir, bien s'alimenter, changer les méthodes, le dosage, la façon d'organiser l'horaire occupationnel. Puis on a intégré graduellement le retour au travail avec des adaptations. Il a fallu sensibiliser aussi ses collègues de travail, comprendre un peu une maladie qui est invisible, mais qui a beaucoup d'impact sur sa tolérance à l'effort. Puis le fait d'avoir pris cette big picture-là de sa vie quotidienne, d'essayer d'avoir mis de l'ordre là-dedans, puis de la rendre experte de la variation de ses symptômes aussi, plutôt que de sentir toujours qu'elle est envahie par cette douleur-là, puis qu'elle n'a aucun contrôle là-dessus, ça l'a fait en sorte qu'on a cheminé, puis c'est quelqu'un qui est retourné travailler, pas à temps plein, pas comme avant, mais avec un niveau satisfaisant. Puis j'avais eu de ses nouvelles quand même quelques mois après la fin de la prise en charge. Puis ça continuait. Elle m'avait même dit qu'elle avait passé quelques semaines sans douleur. Donc ça, c'était comme même au-delà des attentes, là. Mais elle avait eu des moments de répit, là, tu sais, sans être envahie par cette douleur-là. Mais elle la gérait aussi. Puis elle avait développé toutes sortes de stratégies qui fonctionnaient dans son cas. Fait que c'est un peu différent. Puis on parle de deux syndromes douloureux un peu différents aussi. Fait que quand on dit que chaque personne est différente, c'est parce que au plan plus physiopathologique, on n'est pas en présence des mêmes mécanismes douloureux, mais on est dans le biopsychosocial, donc au plan psychologique aussi, dans sa façon de comprendre la maladie, d'y faire face, on n'était pas au même stade. Au plan aussi de l'environnement dans lequel elle vit, c'était pas la même histoire aussi. C'est très particulier, mais je dirais qu'il faut ajouter la vision occupationnelle. C'est quoi ses priorités, ses défis dans ses activités, puis sur quoi je vais agir comme ergothérapeute à ce moment-ci. C'était aussi du cas par cas dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment propre à chacun parce que la problématique s'explique par différents facteurs, puis il faut que j'agisse sur les bons facteurs au bon moment quand j'offre une prise en charge en ergothérapie. Mais c'était vraiment deux beaux super cas qui étaient super enrichissants. Puis comme Julie t'a dit, comme toi, c'était vraiment plus comme plus tout le corps, je dirais, pour la fibromyalgie, alors que là, c'est plus une zone localisée, mais les deux qui ont des impacts tout aussi importants, puis les deux qui ont quand même eu un très bon cheminement avec votre travail. Mais je voulais savoir aussi, comme là, on a parlé peut-être plus d'une clientèle adulte, est-ce que c'est possible aussi de voir de la douleur chronique dans d'autres clientèles plus jeunes ou même plus vieilles? Bien, de nos jours, il y a de plus en plus là, de préoccupations puis d'écrits, notamment pour la douleur chez les personnes âgées, mais beaucoup chez les enfants aussi. C'est comme deux populations qui étaient comme un peu, je dirais, c'était sous-diagnostiquées peut-être aussi. Puis
même là, quelques décennies, on banalisait un peu la douleur chez l'enfant en pensant que peut-être que finalement, il l'apercevait pas autant que les adultes. Puis finalement, non, leur système nerveux est peut-être même moins équipé pour y faire face. Là, donc, puis les personnes âgées aussi, il y a la notion que peut-être même de leur part, de toute façon, de voir la douleur comme étant quelque chose de normal qu'on doit supporter. Fait qu'elle est peut-être sous-diagnostiquée ou sous-traitée. Il y a beaucoup d'écrits qui nous disent que ces populations-là sont particulièrement vulnérables. Fait que tout le monde n'est pas égal face à la douleur chronique. Il y en a qui sont moins reconnus dans leur souffrance puis qui sont moins pris en charge aussi. Puis il y a des écrits, notamment le groupe de travail canadien sur la douleur, qui font état de cette vulnérabilité-là chez certaines populations. Qui les rendent plus vulnérables puis moins bien soignés. Donc, oui, les enfants et les personnes âgées, je pense que c'est des bons exemples. Puis j'ai remarqué, là, dans le domaine scientifique, qu'il y a beaucoup d'appels à des projets puis d'offres de subventions là, pour mieux soigner les enfants, par exemple. Il y a une autre population qui me semble, d'après ce que je vois passer, là, comme un peu prioritaire dans le domaine de la douleur chronique, c'est les vétérans, les militaires aussi, qui sont vraiment exposés à des conséquences, puis qui a une prévalence beaucoup plus élevée en douleur chronique chez cette population-là. Je pense 2 fois plus élevée que la population normale, puis qui ont besoin justement d'une prise en charge holistique puis d'être mieux accompagnés dans les défis qu'ils vivent. Oui, on voit des populations de plus en plus étendues. C'est ça. Des fois, certaines populations au niveau de l'âge, là, comme on disait, la pédiatrique, là, je sais qu'entre autres, tout ce qui est hôpital Sainte-Justine commence à se former davantage leurs cliniciens, justement, pour adresser la douleur avec les enfants, pour adapter aussi les interventions actuelles là, à la clientèle pédiatrique. Donc ça, c'est en cours. Au niveau des personnes âgées aussi, là, j'avais déjà assisté à une conférence super intéressante par un gériatre. Et puis, il disait, entre autres, justement, oui, que c'était sous-estimé là, la prévalence chez les personnes âgées. Entre autres, il y en a beaucoup, hein. Au niveau cognitif, ils n'ont plus la capacité de bien exprimer leur douleur. Des fois, ils peuvent être aphasiques. Donc, des fois, ils ne sont pas capables de l'exprimer, leur douleur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de douleur, ces personnes-là. Donc, on a ça. Puis, il y a aussi de plus en plus de clientèle aussi qu'on se disait, c'est pas grave ou c'est normal qu'il y ait de la douleur, qu'on commence à voir en clinique comme après le Zona, par exemple, chez les personnes âgées. On s'attend à ce que ça fasse mal. Le Zona, ça réactive le varicelle sur un territoire nerveux. Nécessairement un nerf, ça fait pas du bien. Mais ça dure quelques semaines. Normalement, ça s'en va tout seul. Des fois, il n'y a pas le suivi. Puis quelques mois plus tard, les gens ont encore mal. Ça ne devrait pas. Mais là, on commence à les voir arriver en clinique. Il y a aussi les douleurs en cancer qu'on commence avec Julie justement à travailler sur des projets là-dessus aussi, en cancer ou post-chimiothérapie, où ce que justement, il y a un peu comme les personnes âgées, il y a tellement de feux à éteindre, puis il y a tellement de choses à faire avec ces gens-là que finalement, la douleur, on ne s'en préoccupe pas trop. Ou les gens se disent, là, je ne vais pas déranger mon oncologue avec ça, tu sais, je suis déjà chanceux d'être en vie. Fait qu'il y a un peu ce message-là qui est un peu comme véhiculé ou c'est un peu tabou d'en parler. Mais ces clientèles-là commencent à ressortir aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de voir là, des clientèles peut-être sous-estimées là, apparaître en clinique et dans nos projets de recherche aussi. J'entends beaucoup que, par exemple, ces populations-là qui sont plus vulnérables, on dirait aussi que ça va peut-être même aggraver peut-être la douleur qui est déjà à la base, vu qu'ils ont moins de services, vu qu'ils sont moins reconnus à travers tout ça. Est-ce que c'est le genre de conséquences que vous avez vues à travers vos projets ou dans vos expériences cliniques? Bien, moi, j'ai lu même des écrits scientifiques qui mentionnent que les délais d'attente sont un facteur de risque de chronicité en soi. Puis quand on attend d'avoir une réponse pour notre problème de douleur ou qu'on attend le bon traitement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on met parfois notre vie sur pause. Mais qu'est-ce qui arrive quand on met notre vie sur pause? Il y a des cercles vicieux qui s'installent, puis la problématique se complexifie. Fait qu'il y a comme cette vision aussi, puis ça dépend un peu de la vision peut-être même sociétale de la douleur comme étant comme un symptôme qu'on peut faire disparaître, et le jour où on fait disparaître ce symptôme-là, la vie va reprendre son cours. Fait que c'est comme si on pense même pas à l'ergothérapie peut-être au début, parce qu'on se dit, OK, on va y aller avec une approche biomédicale, là, on va mettre le doigt dessus, on va comprendre ce qui se passe, puis quand on va comprendre, c'est sûr qu'on va traiter. Puis quand on va traiter, ça va bien aller. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est insidieux, la douleur chronique. Puis je trouve que le pire ennemi à la douleur, c'est le temps qui passe sans trop agir, sans trop soigner le quotidien. Fait que moi, j'ai comme un rêve qu'on se dise, ben oui, on veut comme essayer de comprendre au plan biomédical ce qui se passe, puis personne ne va être capable de se prononcer, est-ce qu'on va avoir une réponse, puis le bon traitement un jour ou l'autre. Mais quand la douleur persiste,
bien, il y a une souffrance associée à ça, c'est-à-dire la personne, elle ne fonctionne pas dans sa vie quotidienne à la hauteur de ce qu'elle voudrait. La vie passe, tu sais, le temps passe, puis on est un peu à côté de qui on est, tu sais, puis là, il y a les servicieux qui s'installent. Il y a certaines personnes qui se mettent à continuer comme si de rien n'était, puis ils endurent. Puis il y en a d'autres à l'autre extrême qui vont éviter, qui vont se protéger parce que c'est intolérable de sentir cette douleur-là, puis qui sont aussi en train de ne pas vraiment se rendre service parce qu'ils sont dans un servicieux plus d'inactivité. Mais cette idée-là, de ne pas avoir les soins dont on a besoin ou de ne pas toujours avoir des réponses au moment opportun, bien, ça fait en sorte qu'on passe peut-être à côté d'options thérapeutiques qui pourraient faciliter finalement la santé et le bien-être de ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts en soins de première ligne qui doivent être faits aussi, puis je pense qu'il y a des priorités de recherche là, de plus en plus évidentes, puis les organisations de santé le savent aussi qu'on doit accompagner ces gens-là de façon même préventive pour ne pas évoluer ou le moins possible vers la chronicité. Fait que je pense que vous voyez toutes les fenêtres d'opportunité en ergothérapie, justement parce qu'on a cette vision-là de « OK, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne pendant que la personne attend d'être soignée ou d'être comprise? Peut-être qu'on devrait intervenir là-dessus, même maintenant, au lieu d'attendre d'avoir tout essayé, puis que pendant ce temps-là, la personne se dégrade. Puis le jour où elle a un traitement approprié, bien, on part de plus loin pour en bénéficier. Mais quand on les prend en charge, en fait, c'est que ça devient aussi un travail d'équipe. Ils ont moins l'impression que tout est sur leurs épaules. Donc là, c'est un travail qui est partagé. Donc, c'est toujours plus agréable de faire n'importe quel projet à deux quand on est soutenu, on a fait quelque chose en équipe. Donc, c'est certain que, tu sais, ça a un impact, là. Par exemple, mon projet de recherche au doctorat, je peux donner un exemple que des choses qu'on voit à travers mon projet, mais le projet d'autres collègues aussi du laboratoire. Nous, les femmes qui ont des douleurs au niveau périnéal, on les fait voir un gynécologue. Elles voient un gynécologue rapidement. Donc, dans 2 à 3 semaines, elles sont vues par le médecin spécialiste. Et dès qu'elles voient le gynécologue qui pose le diagnostic enfin, donc elles savent ce qu'elles ont, elles ont une petite explication, elles passent peut-être 5 minutes dans le bureau, 10 minutes maximum avec le gynécologue. Et on a des femmes qui ne codent plus leur douleur de la même façon. Donc, même nous, en collègue de donneurs recherche, on doit être très prudent parce que, en fait, le chiffre change dès qu'elle voit le gynéco, pas toutes, mais quelques-unes. Donc, déjà, on voit que, bien, juste le fait qu'on vous tend la main, ça fait que les gens ils se sentent déjà mieux. Donc, au niveau, on peut peut-être penser au niveau cognitif, au niveau émotif, on est un peu moins anxieux, on anticipe moins, on sait que, bon, bien, on va pas être seul là-dedans, on va être en équipe. Donc, je pense que c'est important, justement, là, avec ces populations-là, qui sont peut-être déjà vulnérables, mais qui deviennent de plus en plus vulnérables quand on les laisse de côté et on ne les prend pas à charge assez rapidement. Mais tu sais, ça s'explique. La douleur, finalement, c'est là où on connecte le corps et l'esprit. Là. C'est vraiment une perception qui est modulée de plein de façons. Alors, notre état cognitif, affectif, physique, tout ça va interagir pour créer une sensation de douleur, une perception de douleur qui peut varier dans le temps, même à l'échelle d'une journée. Fait que c'est sûr que nos cibles thérapeutiques devraient agir sur tout ça. Puis on ne devrait pas miser juste sur une de ces cibles-là, mais on devrait comme combiner nos efforts. En ergo, on est bon là-dedans parce qu'on l'a d'emblée, la vision très holistique. Ça ne veut pas dire qu'on est suffisant. Je pense qu'on a à travailler en équipe, mais on est un atout pour des équipes interdisciplinaires parce qu'on est capable de mettre tout ça en relation puis d'agir sur leur fonctionnement quotidien, de les aider à bien doser leurs efforts en fonction de différents paramètres biopsychosociaux, là. Je pense que, tu sais, on va aller chercher aussi un peu plus un côté comme aller voir les habitudes des gens, leurs valeurs, qu'est-ce qui les motive, c'est quoi leur environnement social. Tu sais, c'est quelque chose qu'on va aller chercher quand même qui est très, très spécifique de l'ergothérapie puis qui peut aider là, ces gens-là. Pour écouter la deuxième partie de notre discussion, on vous invite à aller voir le prochain épisode de Jason Ergo.